timeouts here for the Kings. Fox, 2, Fox from midcourt. Got it! De'Aaron Fox called game! 3 on 2. Sabonis the trailer. Oh! Express yourself, Domas! Herder for the lead! Fire, baby! Just the best sound in basketball. Je pense qu'il décrypte l'actualité des Sacramento Kings. Aujourd'hui, je suis ravi de vous accueillir sur cette troisième saison du podcast. Et oui, déjà, et donc le premier podcast de cette saison qui sera consacré à la preview de la saison 2023-2024 pour nos chers Sacramento Kings. Et avec moi, évidemment, comme toujours, le petit crew, vous les connaissez bien, mais on va quand même les représenter. J'ai évidemment mon cher Laurent qui tient le compte avec moi. Comment ça va, Laurent ? Salut, bah écoute, très bien, hâte que ça reprenne, là ça commençait à faire long, on commençait à démanger là. J'ai aussi, vous le connaissez, notre cher Flo de compte Sacto Kings FR. Comment ça va, Flo ? Bien ? Salut, tout va bien. Et puis, on ne le présente plus puisqu'il est sur tous les médias. Vous le connaissez de Trash Talk, mais il travaille également à SoPress. C'est Simon qui nous fait le plaisir d'être avec nous sur ce podcast. Comment ça va, Simon ? Bah ça va, c'est toujours un plaisir de retrouver un peu ce rituel presque, de se réunir avant la saison. Et j'aurais dû me réécouter celui de l'an dernier où on n'était absolument pas conscient de ce qui nous attendait. Clairement. On était optimistes hein, quand même, on était plutôt optimistes, je me souviens. Alors moi, je me rappelle qu'on visait les 50% Les de victoire. 50%, ouais, je me rappelle de ça, ouais. J'ai hâte d'entendre vos pronos en fin de podcast. Sachez-le, si vous ne l'avez pas encore préparé, je vais vous les demander. Donc, commencez à y réfléchir. Et puis on a également Titouan qui s'occupe de la page Instagram Kings France. Ça va, si jamais vous la suivez un pas peu encore, content, la vous pause pouvez devenait absolument longue. y aller. C'est Ça un must faisait follow. bizarre C'est de lui plus qui avoir taffe, à se lever la nuit, faire les qui taffe sur récaps. le compte. Et les vidéos d'un TikTok an. qui sont géniales, hein. Ça, Ouais, tous les réels Instagram, etc. Donc voilà, gros taf. Et puis il était avec nous sur le dernier podcast. Et puis il revient aujourd'hui. Comment ça va, Titon ? La forme ? Ça commence tout doucement à revenir avec ces petits matchs de pré-saison on va très rapidement passer dessus, mais on va surtout se concentrer sur la saison 2023-2024. Donc pour se lancer tranquillement, mais on va pas revenir dessus en détail, on va faire un petit retour, un petit coup dans le rétro, comme disent les amis de Trash Talk, sur le bilan de l'été. Donc on a eu notamment les départs de Della Vedova, de Richaun Holmes qui est parti du côté de Dallas, de Shimizu Metu qui est allé signer chez nos voisins de Phoenix, de Terence Davis qui est aujourd'hui encore sans équipe aux dernières nouvelles, et de PJ Dozier qui est allé s'enjailler aux Partizan Belgrade. On a enregistré les arrivées de Chris Duarte via un trade avec les Pacers qui retrouve son ancien coéquipier Domantas Sabonis. On a également enregistré l'arrivée du MVP d'Euroleague en titre, Sacha Vezenkov, en direct de l'Olympiakos. Et dans les signatures plus récentes, le pivot vétéran triple champion NBA, Javel McGee. Parmi les prolongations, il y a eu Domantas Sabonis qui a prolongé pour une somme très coquette pour être au moins on est sûr qu'on va pas défendre, je crois, jusqu'en 2025 ou 2026 au moins, ce qui a été également le cas pour Trey Lyles et Harrison Barnes qui seront là sur le long terme avec Sacramento. Sans trop s'approfondir sur le sujet, messieurs, votre petite opinion sur cette free agency maintenant que c'est terminé définitivement. Oh, je vais me lancer. On a quand même des petits indices qui nous disent qu'il y a des trucs un petit peu plus défensifs. Moi, je regarde un peu poste par poste et je me dis qu'on a remplacé Metu par McGee, Terence Davis par Chris Duarte, qui sont quand même tous les deux des profils un petit peu plus défensifs, sans dire qu'on va passer dans le top 10 défense NBA. Je pense qu'il y a peut-être de quoi travailler. Ça te dit quoi, toi, Laurent, ces petites arrivées, tous ces mouvements cet été là ? On savait que le 5 n'allait pas bouger. Enfin, on savait. Comme toutes les périodes de trade, Harrison Barnes aurait pu bouger, c'est pas le cas.
Donc des petits apports intelligents sur le banc, des mecs qui sont censés défendre, hein. Chris Duarte, ça défend. Javal Magui, ça défend. Donc voilà, rien de très très révolutionnaire. Tu remplaces des gens par d'autres qui défendent. Terence Davis, Duarte en termes de défense, je pense qu'il n'y a pas photo. Voilà, j'étais surpris que Alex Len reste parce qu'il sera clairement troisième pivot. Nimi Asketa, le projet est tombé à l'eau, hein, donc il est parti. Ah, c'est vrai que j'ai oublié. Ouais, on attend de voir ce que donne Vezenkov. On reparlera peut-être des premiers matchs de pré-saison où il va mettre un peu de temps pour trouver sa place, pour être intégré dans le système des Kings. Mais je fais confiance à Mac Brown qui va faire, je pense, comme il a fait avec Keegan Murray l'année dernière, c'est-à-dire le mettre progressivement dans le bain et afin qu'il trouve sa place. Donc voilà, on a renforcé le banc, donc ça c'est cool. Mais le 5 ne bouge pas, donc on va. Pour moi, le plus gros point, c'est de rester dans la continuité et c'est ce qu'on fait. Et je trouve ça plutôt pas mal. Oui, moi je vais dans ton sens, continuité. Après, on s'est peut-être un peu, on est peut-être un peu plus deep, dans le sens où j'ai l'impression qu'avec Vezenkov, qu'avec quand même Duarte à la place de Terence Davis, Duarte m'a l'air moins irrégulier par exemple, on est peut-être un peu plus à l'abri, on verra, hein, je veux pas, mais notamment l'année dernière, on a eu beaucoup de chance et on va en reparler, je pense, dans la preview en ce qui concerne les blessures. Parce qu'en fait, on a quasiment que Sabonis qui en plus joue blessé, sinon quasiment tout le monde est épargné en fait par les blessures l'an dernier. Et là, je me dis qu'en cas de petit pépin ou quoi, notamment sur les ailes, par exemple, Vezenkov en plus. Moi, Duarte, j'aime bien, hein, je préfère Duarte sur le papier à Terence Davis. Ouais, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ouais. Et vous avez vu qu'en plus, parce que tu disais plusieurs fois, il a raison, Laurent, qu'a priori, on change pas de 5, mais Mike Brown fait quand même en sorte que Werther se sente un tout petit peu, peut-être pas menacé, mais concurrencé par l'apport de Duarte. Bah, Ouais, c'est vrai, pour c'est vrai, c'est vrai. moi, dans les dernières déclats, Mike Brown, il a dit il y a 2 locks dans le 5, c'est Fox et Sabonis. Après, peut-être qu'il grossit un peu le trait pour, voilà, comme tu dis, mettre la pression sur les autres starters pour qu'ils se bougent le cul et qu'ils sachent que la place n'est pas acquise. Je pense quand même que le 5 Je majeur pense sera un lock, inchangé, mais Murray un lock parce que c'est une Keegan est punition sur évidemment du un 5. lock. Mais effectivement, moi je soupçonne Mike Brown, faut pas oublier qu'il est quand même de l'école un peu. Bon, il y a les Warriors, il a vu des choses. On peut se demander s'il va pas y avoir un tout petit peu la volonté de laisser Malik Monk, mais peut-être un tout petit peu à terme. Est-ce qu'Harrison Barnes va pas de plus en plus être amené à jouer avec le banc et un peu moins avec le 5, même s'il commencera les matchs? Vous voyez, des rotations un peu croisées. Plus que l'an dernier, où je trouve quand même qu'on avait, à part Malik Monk qui avait ce statut de 6e homme, on avait quand même le 5, les remplaçants. Le 5, les remplaçants. Il n'y a que Trey Lyles qui finissait parfois, si je dis pas de bêtises, des matchs. Malik Monk parfois. Là, j'ai l'impression qu'on a un peu plus de mecs capables de finir un match. D'être sur le terrain en fin de match. Vous voyez ce que je veux dire? Bah, Notamment Duarte en plus. j'ai l'impression que le rouquin il arrive en slip en en pré-saison, tu vois ce que je veux dire. Il y Donc a Ah, ça mais aussi. il a encore sur le rythme des playoffs, là. Hein. ouais, voilà, c'est ça. Ouais. C'est pour ça que McBride, même là, Ouais, j'ai il l'a vu vu. un peu d'autres trucs où il disait que ça y est, Water commence à retrouver un semblant de rythme. Donc voilà, à mon avis, il est vraiment arrivé en claquette et que McBride, il veut peut-être lui faire comprendre aussi que copain, t'as fait une belle saison, t'as fait des playoffs qui étaient pas très bons. Donc voilà, on a aussi besoin de défense dans le 5 parce qu'on a un 5 qui attaque très bien, qui défend pas. Et on a un banc qui peut bien défendre. On a des mecs qui défendent sur le banc, hein, des Mitchell, des Duarte s'il sort du banc, il y a Kessler Edwards, il y a Jabal, enfin il y a des joueurs qui défendent. Donc je pense qu'il veut peut-être aussi intégrer Duarte dans le 5 parce qu'il sait défendre à plusieurs postes et que dans le 5, c'est ce qui nous manque. Et avec un Malik Monk qui est un pétard ambulant, mais qui ne défend pas des masses, si on prend l'eau, enfin c'est ce qui nous est déjà arrivé la saison dernière, c'est qu'on prend l'eau assez rapidement et qu'on revient en deuxième mi-temps parce qu'il y a des mecs qui défendent. Donc je pense que c'est pour ça qu'il veut lancer peut-être Duarte, on verra en début de saison. Sauf que le problème de Duarte, c'est le problème qu'il avait à Indiana, c'est qu'il se blesse régulièrement. Et que là, malheureusement, il est déjà out. Donc à voir la durée de sa blessure. Après ouais, j'ai l'impression que c'est juste une petite mesure de précaution parce qu'il a pris un petit coup genou contre genou et c'est pas non plus. Enfin, l'IRM était nickel et là, pour le coup, il a l'air en forme. Je pense qu'il le préserve pour les 2 derniers matchs de pré-saison. On avait dit ça pour Marvin Bagley aussi, c'est pas grand-chose. Ouais. Je ne fais pas de comparaison. Mais Non, mais voilà, pour revenir sur le sujet de Duarte, je sais que Mike Brown avait dit que du coup, il l'avait entraîné un peu avec les starters cette semaine, même si c'est évidemment là, Kevin Huerter qui va reprendre sa place de titulaire pour les matchs de pré-saison restants et pour le début de la saison.
Mais je vois un peu l'intégration de Duarte dans le 5 majeur sur le dernier match, comme tu l'as dit, pour un petit coup de pression pour Werther, pour dire bon, mon copain, il va falloir que tu te réveilles vite, quoi. Parce que Duarte, on a vu que déjà qu'il avait de bons automatismes avec les starters. Il a joué, je crois, 1 an et demi ou pas loin avec Sabonis à Indiana, donc il a de bons réflexes avec lui, il s'intègre bien avec Fox. Tout le monde l'a encensé après ses premiers matchs, donc voilà. Je pense pas que le 5 bougera, mais Duarte, il est en embuscade, quoi. Ouais, et puis tu dis, à raison, hein, tu parles de la place de Werther, mais moi, comme je vous le disais tout à l'heure, je me demande même si ce serait du luxe, mais d'arriver à intégrer Duarte en laissant par exemple Werther, si ça peut marcher, et avoir un Harrison Barnes qui sortirait du banc, ça deviendrait carrément du luxe. Si l'équipe peut gagner des matchs dans cette configuration-là, dans un objectif par exemple de playoff, ça peut être quelque chose qui fait la différence par rapport à l'an dernier. Ouais, un truc un peu plus small ball avec Duarte en 2, Werther en 3. Ça peut être une possibilité dans la tête de Mike Brown, à voir, à voir. Je ne serais pas surpris que c'est pas seulement Werther, ça peut être aussi Barnes, l'effet domino, sachant que pour moi, Murray est un lock dans le 5, hein. Non, mais c'est évident que Murray l'est. Enfin, ce qui ressortait des confs de presse, c'était que Mike Brown voulait voilà, qu'il y ait minimum Fox ou Sabonis à tout moment sur le terrain et que même il parlait d'inclure Keegan dans ce genre de discussion, c'est-à-dire qu'il y ait toujours au moins deux de ces trois gars sur le terrain en permanence, quoi. Donc vraiment, Murray aujourd'hui, si jamais on parle de Big Three à Sacramento, entre guillemets, c'est Fox, Sabonis, Murray, quoi. C'est vraiment l'impression qu'il y a énormément de pression sous ses épaules et on en attend beaucoup sur lui cette année. Moi perso, l'histoire il n'y a que 2 locks dans le 5 majeur, les histoires de Duarte dans le 5 majeur, tout ça, j'y crois pas une seconde, hein. Je pense que Brown, il fait son boulot de coach et de remise en question et de faire attention à ce que tout le monde reste motivé et que tout le monde continue à avoir faim. Mais vu la construction de l'équipe où ils ont joué à fond la continuité, moi je pense qu'on aura le même 5 majeur, hein. Je ne crois pas une seconde qu'il change son 5 majeur. Ouais, Euh, c'est un peu du bluff. C'est un peu du bluff. je pense pas que ce soit du bluff. Je pense que c'est de la motivation, quoi. Il essaye de remettre tout le monde dans le droit chemin et de faire comprendre qu'il faut pas être trop sur ses acquis. Après, on sait qu'il a beaucoup insisté là dans ses interviews de pré-saison sur la défense et notamment sur la défense des arrières. On a vu Fox qui était assez impliqué de ce côté du terrain sur la pré-saison. Et je pense qu'il a bien aimé ce que Duarte a montré à la fois en entraînement et en pré-saison. Donc voilà, je pense qu'il a voulu le récompenser, montrer à tout le monde que c'est comme ça qu'il faut jouer et que c'est ce qu'il attend. Mais je pense que le 5 majeur ne bougera pas. Ouais, c'est plus derrière, et du coup, ça fait une petite transition pour juste après. C'est ce qui va se passer sur le banc, parce que pour le coup, c'est un petit peu plus incertain, notamment avec la question de Vezenkov, puisqu'on on intègre un ailier de plus sur les postes 3-4. Brown avait bien fait comprendre que Sacha, il a beau être MVP d'Euroleague, scoreur invétéré, etc., la place n'était pas. Voilà, il allait devoir mériter sa place, quoi. Et, il va falloir qu'il s'intègre, il va falloir qu'il défende. Donc ouais, sur le premier match de pré-saison, on l'a vu, il est pas rentré avant que Brown ouvre son banc au milieu du troisième quart-temps. Donc voilà, je pense qu'il lui fait comprendre, pareil, au même titre que les autres, qu'il va devoir cravacher pour mériter sa place. Que c'est pas acquis, quoi. Ouais, puis Vezenkov, on a le luxe. Le plus gros changement pour un joueur FIBA, c'est quand même Bon, il y a le jeu et tout, mais Vezenkov est un vétéran, c'est le nombre de matchs. Donc peut-être aussi qu'il y a l'idée que Vezenkov va sans doute pas être utilisé sur tous les matchs à fond 82 minutes, et que l'idée est plutôt de l'intégrer pour l'avoir au printemps. Et je serais pas surpris que ces minutes, qu'on soit sur un joueur qui, par exemple, en cours de saison, est vraiment son temps de jeu qui fluctue beaucoup, et qu'on ait un mec qui joue très peu en début de saison, mais qui, au fur et à mesure, joue de plus en plus, quoi, avec Vezenkov. Ouais, moi je pense aussi. Enfin, en tout cas, je sais pas vous comment vous l'avez perçu. Moi, en impression visuelle sur les matchs de pré-saison, même s'il a eu des bons passages où il a commencé à mettre ses shoots et tout, enfin notamment dans le premier match, je crois. Mais
on sent quand même qu'il cherche beaucoup sa place, il essaye de bien faire, mais il n'a pas encore les automatismes avec les autres, que la vitesse du jeu NBA, il est encore en train de s'adapter. Je le sens pas, je l'ai pas senti super à l'aise. Après, bon, j'ai assez confiance en lui, mais je pense que et son acclimatation au jeu NBA et son temps de jeu va croître au fur et à mesure de la saison. Ouais, C'est plus sur ses déplacements où j'ai trouvé qu'il galérait un peu en fait. bah, C'est pas tant sur. Voilà, c'est en termes de déplacement, il savait pas, il se mettait dans le corner, il coupait. D'ailleurs, ça m'a fait rire, je vous en ai parlé. Sur son premier shoot, là où il pose un écran à personne, avant de prendre son shoot. Voilà, donc je pense qu'il. C'est plus en termes de déplacement parce que bah, en Euroleague, c'est très stéréotypé. Hein. En NBA, ça court un peu plus, c'est beaucoup plus physique. Donc là j'ai l'impression de voir Belicia en fin de course pour l'instant, où voilà, ça traîne un peu des pieds, c'est un peu compliqué en termes de déplacement, mais on sait qu'avec son QI basket, il va réussir à faire sa place, j'en ai aucun doute là-dessus. oui, on a déjà vu les petites bribes de ses skills qu'il avait en Euroleague, c'est-à-dire un sens du rebond qui est quand même plutôt pas mal. Voilà, le QI basket, les coupes vers le panier, etc. Mais comme dit Flo, il y a cette impression que pour l'instant, il est encore un petit peu perdu sur le terrain et il va lui falloir du temps pour s'adapter. Et c'est normal pour un joueur qui a joué toute sa carrière en Europe et qui débarque aujourd'hui en NBA. Dans l'équipe, dans la meilleure attaque de NBA et probablement une des plus rapides. Donc il va devoir s'adapter à ce nouveau rythme, à un rôle un petit peu différent. Voilà, comme vous disiez, Flo et Simon, il ne va pas falloir s'attendre à ce qu'il ait un rôle majeur dès le début de saison. Quoi. Ouais, puis c'est typiquement le joueur avec sa patte gauche, là, son shoot, qui, quand il sera bien intégré au groupe, peut faire très mal en très peu de temps. Ah oui, non, mais en plus, il a une espèce de dégaine, enfin de dégaine, comment dire, de release sur son tir qui est archi rapide. Il a une gâchette de fou. La mécanique est pas extrêmement académique et pas très jolie, mais vraiment, qu'est-ce qu'il shoot vite, c'est assez incroyable. Du Ouais. coup, pour le coup, ouais, il lui faudra vraiment très peu d'espace pour dégainer, et ça peut être un gros avantage dans l'attaque. Non, effectivement, moi je pense que ça peut la citer. Le dernier truc le concernant Vezenkov, c'est sur quel poste tu le fais jouer dans le sens où sur qui il défend. Est-ce qu'il va défendre des intérieurs? Est-ce qu'il va défendre plutôt des ailiers? Est-ce qu'il va. Une fois que ça, tu l'as compris, et lui aussi, et du coup, tu sais, comment dire, tu sais quel 5 mettre autour de lui, quel type de joueur, si tu as besoin de deux intérieurs ou un seul, parce qu'il est finalement assez polyvalent pour défendre des 4. Une fois que ça, ce sera en place, je me demande même, franchement, Vezenkov, il y a une telle adresse au shoot qui, je pense, en NBA sera similaire assez vite à ce qu'il est capable de faire en Euroleague, que c'est quand même une espèce de joueur où tu parlais de Bielica, moi il fait penser par exemple à des Teletovic, des trucs comme ça. C'est des mecs assez vite que tu as quand même envie de faire jouer parce que l'adresse est telle, l'adresse est tellement sûre et tellement folle et tout. On parlait notamment de Werther, tu vois, par exemple, qui a traversé un petit désert d'adresse en playoff et tout. Je sais pas si Vezenkov jouera tout de suite Et autant de au-delà minutes que d'en Werther playoff, en hein, l'année playoff l'an dernière. prochain. Mais par contre, Vas-y, désolé. j'ai l'impression que, vous savez, ce qu'on Ok. disait de la L'année pression, dernière, etc. Werther Les joueurs, aussi, il a avant les joué, playoffs, il il a avait été MVP eu une d'Euroleague. grosse baisse. Il a des choses comme ça. C'est pour ça que je disais Parce aussi, qu'il par tournait contre, à 40%, l'idée et de le d'un faire coup, jouer ces plus au matchs, printemps, quand la il pression mettait monte, plus voire rien au à 3 playoff. points, et Ça, devoir par contre, pouvoir le tester pour lui, avant je les pense que c'est un playoffs sur des facteur assez. périodes où ce soit Werther ou Ça va Monk, pas on sait le qu'il faire galère un peu en trembler fin de ou lui saison. faire rater des shoots, De je pense, la voir pression. son Je pense pas trop, adresse, ce quoi. que ça peut apporter, ça peut être très Ouais, intéressant. ça le met. Vas-y, je t'en prie, Titon, vas-y. Oui, c'est ça, pour le dire encore plus rapidement. Si c'est vraiment, une fois qu'il commence à jouer des minutes NBA conséquentes, si Vezenkov est vraiment de loin le meilleur shooter de l'équipe, il jouera. On est une équipe tellement offensive et tellement dont l'équilibre et de toute façon on penche tellement vers l'attaque, vu le système de jeu, etc. et tout, et que je pense que ce serait bête en fait de se dire il défend pas ou il défend mal. Faut juste trouver entre guillemets sur quel poste le cacher. Et je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il jouera vraiment, je le redis comme Flo là, il jouera peut-être peu au début, mais j'ai l'impression qu'on le verra beaucoup au printemps.
Ouais, c'est ça. Pour la question du poste, moi, je sais pas, ça me fait. Je crois qu'au Pana, à l'Olympiakos, pardon, il joue essentiellement 4 je crois. Mais c'est un peu bizarre parce que il est pas assez, forcément assez mobile pour défendre sur Détroit. Mais est-ce qu'il est assez grand pour jouer 4 etc. Il est vraiment sur ce type de poste un peu bâtard où du coup il va être. Où du coup, Mike Brown va nous sortir des combinaisons, soit avec Barnes, soit avec Murray, voilà, qui vont être des postes un petit peu interchangeables sur les 3-4. Et du coup, j'ai vraiment hâte de voir le line-up qui va être mis autour de lui. Mais je pense que tu as besoin quand même de mettre autour quand même au moins deux gars qui défendent, quoi, parce que pour compenser, je pense, même s'il fait des efforts, ça se voit qu'il a envie. Je pense qu'il ne deviendra pas un défenseur correct du jour au lendemain, parce qu'il lui manque quand même une certaine mobilité, quoi. Rien que ça. Mais c'est pour ça, et encore une fois, moi j'aime bien l'idée de l'associer à Barnes en termes de minutes, parce que Barnes peut vraiment défendre le meilleur des deux ailiers adverses, que ce soit un 3 ou un 4, dans 80% des cas, on va dire. Sauf vraiment des cas particuliers comme Giannis et tout ça. Mais de toute façon, on n'a personne pour les défendre. Donc ça règle aussi le problème. Ouais, Si tu aussi. commences à avoir un 5 un peu différent et te permettre de mettre Barnes de plus en plus avec le banc, justement en même temps de Vezenkov, je préfère peut-être ça que des minutes où Vezenkov va être avec Kessler Edwards, Duarte, voire même avec Keegan Murray, à qui tu vas demander de se concentrer sur autre chose que d'aider à planquer Vezenkov en défense. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Non, mais il faut le mettre avec un vrai créateur et pas forcément le sortir à un moment où il n'y a que du banc sur le terrain, quoi. C'est pas forcément la meilleure solution. Moi, j'avais pensé aussi à Barnes, hein, j'allais en parler avant Simon. Enfin, j'avais la même idée. Je pense que Barnes peut être complémentaire avec lui. Après, enfin, les deux là, je les vois mal avec un Javal Magui. Vous voyez ce que je veux dire? En termes de fit, ça va être un peu compliqué. Javal et Magui, ça va être très bien pour protéger le cerf, pour mettre 2-3 comptes. Offensivement, ça va jouer les pick and roll, alley-oop avec Monk, comme on a déjà pu voir sur les premiers matchs de pré-saison. Mais enfin, le plus compliqué, ça va être de trouver une seconde unit où c'est complémentaire. On a bien vu que le duo Monk-McGee, ça fonctionne en attaque. Après, Devion Mitchell, il commence à rentrer quelques tirs, mais j'ai toujours ce problème offensif avec lui. Quid de Kessler Edwards, pardon, on l'a pas beaucoup vu. Il y a Colby Jones qui a montré de belles choses. Donc voilà, c'est plus sur la seconde unit où je me pose des questions et savoir comment au mieux utiliser des mecs comme Vezenkov. Bah, comme disait Simon, vraiment, il y a un effectif qui semble vraiment plus deep et du coup, où Mike Brown peut aller piocher un petit peu partout sur l'effectif. J'ai l'impression que tu as des gars qui, du jour au lendemain, peuvent avoir plein de minutes et le lendemain, plus en avoir. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de polyvalence, plus de possibilités pour lui de composer des trucs différents. Tu parles de Kessler Edwards. Kessler Edwards, typiquement, je pense il verra pas de minutes à moins de garbage time, quoi, parce que pour le coup, là, vraiment, il y a vraiment du monde sur les postes 3-4. À moins que tu aies besoin d'une mission défensive et que tu n'as pas de Duarte, je vois pas comment tu l'intègres. Colby Jones, j'aimerais bien qu'il ait des petits trucs. Mais pareil, il va se coltiner des miettes à la main parce que tu auras déjà Fox, Mitchell et Monk. À voir comment le fond du banc va être intégré, mais quand même, il y a des éléments intéressants, quoi. Bah, vu la profondeur d'effectif, ça serait logique qu'en fait le 5 majeur joue moins ensemble que la saison passée et que Brown fasse plus de 5 différents au sein d'un même match. Je ne sais pas si je suis très clair, mais Ouais. je pense qu'il va plus composer avec les uns et les autres et puis on va voir beaucoup plus de combinaisons en fait de 5 différents que ce qu'on a vu la saison passée. Je suis complètement d'accord et plus je pense à l'effectif, comment il est foutu, plus je me dis qu'une des clés pourrait être d'oser, entre guillemets, sortir Sabonis par exemple assez tôt, si ça tourne bien, avoir du Lyles ou du Magui, tant que t'as Fox sur le terrain, ou RTR, tout ça, du spacing, pour avoir justement un deuxième 5 ou des minutes contre les bancs adverses où tu peux mettre par exemple Sabonis et plein de shooters, dont Vezenkov, et mettre vraiment ton banc comment dire, dans des conditions royales. Si tu peux avoir comme ça alterné et pas avoir tout le temps Sabonis vraiment collé aux minutes de Fox, moi je pense que c'est ça, pour passer vraiment un cap, il faudrait qu'on puisse être dominant 48 minutes en ayant en fait quasiment tout le temps deux des joueurs parmi. En fait, avec Murray qui devient vraiment bon, ça te permet de pas avoir tout le temps la paire Fox Sabonis, mais par exemple avoir Sabonis avec le banc plus souvent, parce que tu laisses Murray.
Mais je crois que Brown avait dit, enfin j'ai cru lire cela récemment, qu'il disait que il aimerait bien qu'il y en ait toujours 2 sur 3 sur le terrain en fait. Ouais, c'est ça, Donc c'est ça. ça va paraître un peu Exactement, ouais. compliqué. Et même après s'abonner, ça, Oui, comme et, Alexandre les- qui a montré des belles choses, why not? et ce qui est important dans les 2 sur 3, c'est pas forcément Fox et Sabonis, c'est vraiment une façon de dire avec Murray. Donc tu peux avoir du Fox Murray, tu peux avoir Murray Sabonis, Fox va jouer lui plutôt avec le banc, etc. et tout, selon les mots adverses. Et je trouve que c'est souvent ce qui caractérise les équipes de haut niveau, de sortir un peu des rotations binaires, 5 remplaçants, mais de commencer à avoir. On dit toujours Alex Spurs avec Ginobili parce que c'est l'exemple clé en fait d'avoir un mec qui a autant de temps de jeu qu'un titulaire, voire plus que certains titulaires sur le banc, etc. Franchement, c'est la première fois depuis une éternité qu'on se met à disséquer comme ça une rotation pour les Kings, quoi. Ah bah, que t'aies un roster aussi complet. L'année dernière, on disait déjà que c'était le roster le plus complet qu'on ait vu depuis des millénaires. Là, c'est peut-être encore plus complet même que l'année dernière. Du coup, je voulais votre avis sur une question très binaire. Du coup, est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Ou est-ce que c'est pareil que l'année dernière, le niveau de l'effectif? Si vous deviez genre vraiment juger très rapidement, l'effectif, vous le prenez et là, vous le trouvez moins bien, aussi bien ou mieux que l'année dernière? On a un meilleur banc. Voilà, dans la continuité, on remplace comme je disais tout à l'heure en préambule, tu remplaces des gens qui sont très irréguliers, pardon, comme Terence Davis, pour quelqu'un de plus cadré comme Chris Duarte. Voilà. Javel Bagui, je pense qu'il va faire du bien, même s'il a 78 ans et que il est un peu en fin de carrière, mais c'est un mec. Après, il a encore des cannes, hein, Oui, quand oui, même. oui, c'est pour ça, il fera du bien. Il a montré que défensivement, bah, il était toujours là, hein, qu'il va nous apporter. Après, enfin, disons que, comme disait Simon à l'instant, ça fait des années qu'on n'a pas eu une profondeur de banc comme ça. Donc ouais, on s'est renforcé sur le banc. La continuité du 5, ça va toujours rouler. On l'a vu, hein, d'ailleurs, sur les débuts de match de pré-saison, à part contre les Raptors, où on mettait une rouste au starter d'en face et qu'après le banc, bon, le temps qu'il trouve une connexion. Mais ouais, le fait d'avoir vraiment un banc, on n'est plus là. Enfin, on n'est plus là. Si Fox se blesse gravement, on se dira ça fait chier. Mais aujourd'hui, si certains joueurs se blessent, on se dira bah, on a quand même des joueurs solides à mettre en face, enfin en remplacement, chose qui n'avait pas été le cas depuis vraiment un petit moment. Ça fait bizarre d'ailleurs, hein, parce que pendant des années, on se disait, mais qui est assez bon pour être dans le 5 majeur? Et cette année, on se dit, mais comment on va répartir la minute entre tous ces joueurs? C'est ça, c'est un casse-tête parce que tu as forcément des gars à qui on imaginerait des rôles assez importants dans l'équipe qui, à certains matchs, vont pas jouer. Typiquement, comme vous disiez, peut-être il y a des matchs où Vezenkov va pas jouer, peut-être il y a des matchs où Lyles va pas jouer si tu as un gros pivot en face, il y a des matchs où Duarte va moins jouer peut-être. Voilà, mais il y a tellement de combinaisons à pouvoir faire, comme vous dites, que c'est vraiment c'est Mm. assez luxe, quoi. Bah, c'est ce que dit Flo, c'est avant, de toute façon, tu jouais parce qu'il y avait personne de meilleur que toi Ouais, quand c'est tu ça. étais titulaire aux Kings. Alors que là, on est beaucoup plus dans une logique d'équipe, de vraie équipe, c'est-à-dire que ça va être. Moi, je pense que le discours de Brown aussi, si on décode un peu ce qu'il dit depuis le début de saison, là, de pré-saison, c'est vraiment de continuer d'expliquer à ses joueurs que tout ça va être dynamique et que on n'est pas dans une équipe où on va commencer à rechigner ou à se plaindre si les temps de jeu sont fluctuants, si parfois même on touche un peu aux 5 majeurs, parce que on est là pour vraiment jouer des choses collectives, quoi, et on n'est pas là juste pour briller et espérer son transfert, briller individuellement, espérer son transfert et se barrer de là, quoi. Et pour répondre à ta question, tu demandais, Olivier, si on est mieux, moins bien, etc., que l'an dernier. Moi, je pense qu'on est un peu mieux, effectivement un peu plus profond, qu'on a des joueurs, la progression de Murray, sans doute notamment, de Davion Mitchell aussi, sur lequel, franchement, moi, j'attends beaucoup de choses de lui cette année. Mm. Euh, et du coup, ça permet d'espérer faire aussi bien que l'an dernier, de peut-être faire aussi bien que l'an dernier, parce qu'en NBA, en fait, et c'est une erreur assez commune à plein de monde, c'est de penser que si tu t'améliores pas, tu stagnes. En fait, c'est pire que ça. Si tu t'améliores pas en NBA, tu régresses. Ouais, parce que tout le monde à côté va se renforcer et que. Donc, ouais, Parce que tout le monde à côté se renforce, et parce qu'aussi une équipe qui commence un tout petit peu à justement pas pouvoir instaurer cette dynamique et à avoir un effectif un peu morne, qui est pas assez mis en concurrence, etc. et tout, bah on la connaît l'histoire, mais entre les mecs qui sont en fin de contrat et qui commencent à penser déjà à ça, les mecs qui veulent garantir une extension, tout ça et tout. Là, on n'en a absolument pas parlé dans ce podcast, mais tant mieux quelque part. Mais au niveau des contrats, des trucs et tout, on a aussi, il y a quelque chose, l'effectif est vraiment sain. Les joueurs majeurs sont engagés pour plusieurs années. Il n'y a pas trop de problèmes de pognon en cours, de mecs en fin de contrat, etc. Et ça, tout ça participe vraiment
à ce que met en place Brown, quoi. Ouais, c'est ça, on continue sur la lancée de l'année dernière avec la Dream Team, etc. Il y a toujours cette impression de groupe très soudé, très, très amis, où il y a vraiment voilà, zéro drama, où il n'y a pas de joueur qui se plaint de son temps de jeu, où il n'y a personne qui est mis sur le côté, où il n'y a pas de forte tête, etc. Donc ça va encore participer probablement au succès des Kings la saison qui arrive, quoi. Et l'avantage d'avoir un banc cette année, c'est qu'on n'a pas été obligé d'aller chercher des joueurs obscurs au fond du trou, tels des Ariza, des joueurs comme ça, parce que le groupe est déjà construit, que le groupe vit bien, et que pour une fois, on n'a pas été obligé de surpayer des joueurs. Je pense que Chris Duarte, c'est vraiment un bon coup. Ce sera vraiment un très très bon coup là, quand on fera le bilan en fin de saison. Donc ça fait aussi plaisir par rapport à ça et ça prouve encore une fois que on a le divin chauve qui fait un super boulot en termes de recrutement encore. Ouais, c'est le luxe, entre guillemets, des grosses équipes de pouvoir de se permettre de faire aussi peu de mouvements en un été, quoi. C'est-à-dire, voilà, tu mises vraiment sur la stabilité, sur ton noyau de joueurs, et tu fais des petits ajustements à la marge. Voilà, tu vas gratter des petits joueurs par-ci par-là, des petites signatures, des petits joueurs, voilà, mais sans faire un énorme été. Et je vous posais la question, parce qu'il y a beaucoup d'analystes notamment américains, qui mettaient les Kings les intersaisons les moins bien notées parmi toutes les équipes de NBA. Et voilà, il faut le voir sous un prisme différent, sous le prisme de un peu à la mode Et ce qui est des incroyable, Denver Nuggets, ce truc comme ça. C'est un peu l'équipe vas-y, c'est bon. qui me vient en premier quand on parle de continuité. Ce qui est incroyable aussi à Aussi dire, c'est que sur un Sacramento, projet, c'est devenu c'est que tu les Kings sont as devenus des un joueurs clés, environnement tu sain. sais autour de quoi Et tu c'est ce que construis, et Javal tous Magui, je les crois, ans, disait en tu vas interview, c'est que tout le monde chercher se des petites connaît. pièces à Et du coup, changer, à ajouter t'ajoutes pour certes des petites vraiment pièces, parfaire pas le truc, quoi. Et des gros espérer recrutements, parce que que de toute façon, on a puisse un faire petit encore mieux marché. que On la ne peut saison pas précédente. tenter d'aller chercher le titre à Ouais, mais chaque tu vois, année paradoxalement. comme font les Lakers. C'est un environnement sain et tu rajoutes juste Non, des vas-y, petites vas-y. pièces qui vont bien s'intégrer au groupe parce que c'est un groupe qui vit bien et qui accueille bien. Et donc, du coup, jouer la continuité comme ça, je pense que, ouais, on a un meilleur groupe que l'année dernière. C'est vrai qu'on n'en parle plus, et c'est un élément qui est maintenant un petit peu sous-coté, c'est que l'environnement maintenant vraiment Sacramento est plus du tout perçu comme l'asile de NBA où il y a tous les timbrés, où il y a des dysfonctionnements internes à gogo et tout. C'est vraiment voilà, on prend ça un petit peu pour acquis, mais rappelez-vous, si on parle de podcast d'il y a à peine 2 ans, déjà c'était des trucs à s'arracher des cheveux, quoi. La situation, comment s'est améliorée Keegan qui en déclare si peu de temps j'aurais sous la jamais coupe de pu Montevalter, c'est tomber à un impressionnant. meilleur endroit que les Quand tu Pardon, Sacramento. vois, petite tu vois parenthèse. Trey Franchement, Lyles tu peux l'encadrer la phrase. qui dès la fin de saison a dit bah moi je veux re-signer, c'est même pas une question de prix et qui visiblement était super heureux de rester. C'est quasiment du jamais vu depuis un quart Non, de mais c'est siècle ça. quoi au Kings. C'est ça, des gens qui veulent rester quand même. Qui souhaitent- Ouais, c'est ça. Ah Mais non, mais c'est paradoxalement très Kings parce qu'on est passé d'un des environnements les plus toxiques à vraiment l'un des plus cool de la ligue. clairement, Ce qui est clairement. quelque part presque absurde, quoi, tu vois. Non, mais c'est trop ça, et vraiment, et ça joue une part importante dans la réussite du groupe, quoi. Mais ouais. Mais du coup, on parle un peu du niveau global du groupe. Vous trouvez que qu'on a comblé certaines lacunes ou pas forcément, ou qui restent encore des lacunes à combler dans cet effectif? Ah, l'effectif est pas super athlétique. Moi, c'est le point faible que je vois. Bon, forcément, tu as Fox et Monk qui sont hyper rapides, mais en dehors d'eux, t'as pas de monstre athlétique. Par contre, Javal McGee, il apporte quand même une protection de cercle qu'on n'avait pas la saison passée. Et ça, je trouve que c'est un gros manque qui est comblé. Ouais, justement, tu me fais une excellente transition. Le rôle
le rôle de Maggie, vous le voyez vraiment en deuxième pivot ou c'est prouvé plus, il va faire des petites quelques minutes et ça va rester Lies le pivot remplaçant de Sabonis. Je Comment pense, vous le voyez son rôle? je pense que ça va dépendre des match-up en fait, hein, mais ouais, je pense que le 5 remplaçant, ça va être entre Lice et McGee. euh, en fonction des match-up, en fonction de si on a besoin de plus de défense ou plus d'écarté en attaque, quoi. Mais je pense que du coup, il aura un vrai rôle. Ouais, Bah, je pour pense le que ça va coup, être vraiment le backup de Sabonis, hein, même si, encore une fois, je pense que Mike Brown, comme vous disiez, selon les match-up, il n'hésitera pas à la balancer du Alex Len quand en face il y a de la viande. Mais ouais, il a un rôle à jouer, même dans le vestiaire, hein, mais de toute façon, il l'a dit lui-même hein, qu'il serait un leader de vestiaire de par son expérience, de par le fait que ce soit un multiple champion NBA. Je pense qu'il va faire du bien. Je, en termes de leader de vestiaire, je pense que je le mettrais même à ce qu'a pu être Shumpert il y a quelques années, qui nous avait fait énormément de bien en tant que vétéran. Je pense qu'il aura beaucoup ce rôle cette saison dans le vestiaire et que, pour ma part, je pense qu'il aura souvent la chaîne du Deepoy là. Enfin, ouais, du Deepog, pardon. Ah, c'est pas impossible ça. On le verra souvent avec. ouais. Mais moi, c'est un profil, je sais pas vous, mais c'est un profil qui me rassure quand même depuis le départ de Metou. Moi, le départ de Metou, je l'avais pas trop vu venir et ça m'avait un tout petit peu gêné dans la mesure où c'était quand même montré très utile sur certains matchs où tu as besoin d'avoir un pivot qui est assez, comment dire, rim runner, quoi, qui est capable d'aller choper des alley-oops, qui est plutôt athlétique, qui va embêter les défenses, qui va jouer très haut dans les airs. Et jusqu'à la signature de Maggie, il me manquait un peu ça dans l'effectif. Donc je suis très content de l'arrivée d'un pivot Ça, comme Maggie et qui d'autant plus a l'air d'avoir encore des cannes en forme, quoi. ça, je suis d'accord avec toi, mais je t'avoue que je me dis que dans ce profil-là, peut-être qu'il y avait un peu mieux à faire que McGee. Il commence à se faire un peu vieux. Ah oui, C'est oui. très bien, hein, mais il y avait peut-être encore mieux à faire, mais voilà. Et après, pour le côté tactique, je pense que c'est assez simple, dans le sens où Lyles peut rentrer en 4 ou en 5, là où Magui rentrera toujours en 5, comme le disait Laurent, c'est vraiment strictement le remplaçant de Sabonis. Oui, Alors que Lyles, je clairement. pense, peut parfois débarquer, entre guillemets, sur le terrain, même assez tôt, et puis jouer 4 en fait, finalement, à côté de Sabonis, c'est pas déconnant sur une petite période, tu vois. Bah Je le ouais, vois plus comme ça. en Je pense pré-saison, que Lyles jouera plus, par contre. Je pense qu'en termes... Et du coup, je ah pense qu'en ouais. termes de temps de jeu, ouais, je pense. Je pense quand même. Maggie est plus un vrai role player qui va rentrer, apporter, voilà, tu disais rim runner et tout. Là où Lyles est quand même, je trouve, un peu plus un vrai joueur de rotation, un peu plus polyvalent. Le fait aussi qu'il était quand même, moi je le trouvais, franchement, je l'ai trouvé assez exceptionnel l'an dernier. Ah oui, non, mais clairement, là, c'est vraiment, je m'attendais Ah oui, absolument oui, pas à oui. ce joueur qu'on va Et, récupérer. et je vais vous dire un truc, en termes de garantie de qualité de jeu, sa présence sur le terrain m'a toujours conforté. Je sais pas si je suis très clair dans ce que je dis. C'est quasiment le mec, l'un des mecs en tout cas où je me dis ça joue bien dans le sens où le jeu est fluide. Il apporte quelque chose de très un peu à la chaîne Battier, des mecs comme ça avant. Et il a vraiment un bon QI basket quoi. Ce qui est très sous-estimé, on en parle trop peu, je trouve, quand on parle de lui. Ouais, une impression de sérénité, le joueur qui touche toujours un peu juste, et un peu métronome et tout, assez régulier, quoi. Et il est Franchement, stretch. Il est stretch après Vezenkov pourrait avoir ce profil aussi de 4 stretch. Mais Trey Lyles, ouais, là, je me souviens d'un match contre les Wolves où c'est lui qui nous fait gagner le match En overtime, dans le c'était Money en Time overtime, ouais. parce qu'il sait tout faire en fait. Je crois qu'il avait contré, il prend des rebonds, il shoot de loin. Ouais, donc très content qu'il soit resté, hein. D'ailleurs, je pense que c'est une re-signature qui va nous faire vraiment du bien. Mais comme dit Simon, ouais, c'est vrai que le fait qu'il puisse jouer 4 et 5, notamment dans une NBA qui se veut de plus en plus small ball, il y a des chances qu'il soit plus sur le terrain que Maggie. Et encore une fois, je mets une petite pièce sur Alex Len qui pourrait venir de dépanner bien plus qu'on le pense. Ouais, du coup, je sais pas, ça me pose question son rôle en fait sur le fait que tu sois aller chercher un McGee, que tu sais que Lyles va jouer 5 et tout derrière. Ça me pose un peu des questions sur Len parce que je me dis, si t'as un gros pivot en face, est-ce que tu mets pas plutôt McGee qui a des plus longs bras, etc. Tu vois? Est-ce qu'il y a vraiment des match-ups dans lesquels tu es obligé de mettre Alex Len? ça peut faire un peu doublon. Moi, en termes de minutes, les gars, je vois ça vraiment une répartition un peu genre Sabonis, Fox et vraiment Murray avec les trois gros temps de jeu.
Et vraiment un coaching dynamique avec de plus en plus mélanger le 5 majeur, les remplaçants. Et je pense que vraiment, ça va être Barnes, Werther, Monk, et je mettrai Lyles dans ce paquet-là de joueurs, en fait. Ouais, Vous je suis voyez? assez Vraiment, d'accord. et que ça va être vraiment la base de l'équipe, 80% du temps de jeu, quoi. Et après, au fur et à mesure Davion Mitchell est déjà un peu plus role-player. C'est pour ça que j'attends beaucoup de lui, parce que j'aimerais bien le voir intégrer le groupe d'au-dessus. Même si Monk prend déjà beaucoup de place en tant que remplaçant des postes arrière, j'aimerais bien voir Mitchell, qu'à la fin de saison, on puisse mettre Mitchell dans le paquet au-dessus. Et Duarte, Alex Len ou McGee, etc. Plus un peu dans des fonctions de role-player. Je pense sincèrement que si Mitchell, il n'y a pas une upgrade là d'ici la trade deadline, en février, il sera plus là. Je l'avais déjà dit l'année dernière, ça ne s'est pas passé. Mais Ouais, ça va commencer à se je poser des pense qu'il questions, peut être. quoi. De quoi? On va commencer à se poser des questions, quoi, c'est sûr. Ah, c'est ça, hein. Je pense que, et puis on l'a vu avec Haliburton, McNair n'aura aucun état d'âme. Mais je pense, il l'a dit clairement cet été qu'il avait bossé son shoot, il avait bossé son jeu offensif parce qu'il était un peu frustré de ne pas avoir joué autant qu'il aurait voulu sur la série face aux Warriors parce que il était vraiment lancé dans des missions défensives. Même si le shoot qu'il met dans le corner lors du game 2, il nous a un peu assuré la victoire. Mais voilà, je pense que si Mitchell n'a pas cette update, et je pense que Duarte peut jouer meneur, hein, si je dis pas de bêtises. Duarte peut clairement jouer meneur. À Indiana, il jouait meneur. Ouais. Il a déjà joué meneur, donc voilà, je pense sincèrement que c'est vraiment l'année ou jamais pour Mitchell de s'imposer. Ah oui, il a aucune garantie d'avoir des grosses minutes au poste de meneur. Si derrière, tu as quand même du Monk et du Duarte qui peut jouer à la main, quoi. C'est justement là où je relativiserai un tout petit peu. L'an dernier, il me paraissait paradoxalement plus en danger. C'est marrant, je dis tout le temps paradoxalement. Enfin, le tour des Kings. Mais parce que là, en fait, il peut être. Si on a besoin à compléter au cours de saison, il peut devenir transférable. Si par exemple, on n'avait pas pris McGee, qu'on n'avait pas de Rim Runner, etc. Là, franchement, le problème de le transférer, c'est que tu es quasiment obligé de faire du poste pour poste et de retrouver un meneur remplaçant parce qu'en fait, tous tes autres besoins sur le banc sont comblés, quoi. Ah oui. Donc ça relativise quand même l'idée de faire un transfert poste pour poste d'un mec que tu as drafté, s'il n'y a pas de problème avec le groupe, etc. et tout, ça peut quand même le protéger vachement, ça. Tout dépend de ce qui se passera en février, les joueurs disponibles dans les autres équipes aussi. Et puis si nous on a des blessés ou un vrai manque et qu'en fait on se rend compte que McGee il est rincé et qu'au cercle on n'a rien pour protéger le cercle et que ça devient urgent, et évidemment Mitchell est le premier pion transférable. Oui, Mitchell apparaît clairement comme si on devait en définir un, le gars le plus transférable de l'effectif, même si je pense pas que. Enfin, je pense que comme l'année dernière, on fera pas de grosse trade deadline, à moins, comme tu dis, Simon, de blessures ou de gros changements dans l'effectif, comme le rôle de Maggie ou le rôle de Vezenkov, etc. Voilà, je pense qu'il y aura pas de chamboulement en cours de saison, quoi. Mais Et je attention, dirais Barnes aussi, mais je dis ouais. pareil depuis 2018 en tant que plomb. D'autant plus maintenant qu'il a re-signé, maintenant qu'il est sur le long terme, les équipes seraient peut-être plus enclines à Je, l'acquérir, quoi. je sais pas, Olivier. Tu vois, si on est. On peut se projeter, hein, si en février-mars, enfin au moment de la trade deadline, on n'est pas médiocre, mais un peu moyen, genre 6-7e, et c'est comme ça depuis le début de saison, et que notamment à l'aile, plutôt que ce soit bien défini, en dehors de Murray, les mecs fassent un peu tous doublons, je me demande dans quelle mesure tu commences pas à te dire si, tu vois, Werther devient pas transférable, je sais pas. Ça dépendra quand même aussi des résultats, parce que, Mm. mais ça, on en parlera peut-être là pour finir le podcast. Il faut quand même être à peu près dans la barre directement en playoff, je pense, dans la continuité de la saison, quoi. Ah oui, non, mais l'objectif, Il faut globalement être dans les ouais. 6 premiers tout le temps, quoi. Je pense que c'est à peu près ça la ligne de flottaison pour les Kings. Si tu commences à passer un mois, plusieurs semaines en 7, 8, 9, tu vois, je sais pas dans quelle mesure il va y avoir vraiment de la pression sur le front office, quoi. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ça vous attendez vraiment à, comment dire, de meilleurs résultats que l'année dernière? Vous analysez vraiment l'Ouest en mode vraiment ça s'est trop renforcé, c'est impossible que les Kings refassent une aussi bonne saison. Comment vous placez le curseur là pour cette saison? Vous dites ah c'est bon, on s'est un peu renforcé, on est un peu plus deep et on va faire mieux, on vise
on vise les 50 victoires ou vous dites, bon, si on fait 45, c'est déjà pas si mal. Tu nous pense demandes qu'on va notre faire- pronostic là, Olivier. Non, c'est un peu non, ça, oui. sans encore rentrer dans le pronostic, c'est plus une vision d'ensemble sur la saison, quoi. C'est Bah, Après, ce qu'il y a, c'est qu'en termes de nombre de victoires, vu la densité de la conférence Ouest, tu peux faire moins de victoires, mais faire une aussi bonne saison, quoi. Ouais, une aussi oui, bonne place au non, c'est classement. que Ouais. voilà, Bah, c'est plus pour ça que je vous demande pas de nombre de victoires encore, mais voilà, si je demande où on place le curseur, est-ce que les Kings c'est un déboulonnable top 4 ou est-ce que ça va se taper pour le haut de tableau du play-in, quoi. en fait, moi, j'essaierai de regarder l'Ouest dans sa globalité. Il y a pas vraiment l'impression d'une équipe qui va surfer en mode 65-70 victoires dans la saison. Déjà, on peut commencer par ça. Ouais. Je pense pas qu'on est sur ce type de conférence. On est plutôt. Je mettrais quand même 2-3 équipes clairement au-dessus de nous. Denver. Ouais. Je pense Denver fera une meilleure régulière que les Kings. Tu vois, ça me paraît. Voilà. Denver, ils seront premiers de l'Ouest, je pense, Voilà. sauf Donc, on surprise. peut. Commençons comme ça. Je pense qu'on peut intégrer les Lakers et les Suns déjà à cette espèce d'équipe qui devrait normalement être un peu au-dessus des Kings. Je mets déjà une petite nuance, mais quand même. Ouais. Et peut-être les Warriors, et après on vient vite. Mais le problème, c'est que d'autres équipes, il y a les Grizzlies, même si Morant est suspendu. Ça fait déjà, là j'ai déjà nommé 6 équipes, non les gars? Suns, Lakers, ouais, c'est Denver, Oublie les Clippers. Warriors, Kings et Grizzlies. Il y a les Clippers. Dallas, mine de rien, en saison régulière, ça peut gagner des matchs. Il y a du monde. Hein. Il y a les Wolves, il y a OKC. Il y a OKC. Normalement, on est censé être au-dessus de ça. On est censé. Moi, je pense qu'en termes de statut, on est censé faire une meilleure régulière que les Wolves. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais on peut dire ça. Pour moi, on est tier clairement. 2 là, de la conférence Ouest. Thunder, on est censé être meilleur que le Thunder quand même, Oui, Ouais. oui. en termes de bilan. Dallas aussi, allez. Ouais. Franchement, après, ça cause. Pour moi, faut être honnête, Grizzlies, Suns, Lakers, Warriors et Nuggets, si ça gagne plus de matchs que nous, c'est pas scandaleux. Hein. Ah non, ça l'est pas. C'est juste que vraiment, c'est vraiment difficile de jauger où est-ce qu'il, Ouais. à quel C'est niveau pas il scandaleux, va et du coup, on est 6ème, tu vois. Ouais. Tant qu'on passe pas par la case play-in, je vous avoue que ça me va. Ouais, clairement. Ouais, c'est ça. Disons que moi, j'ai quand même du mal à me dire qu'on va faire mieux qu'une troisième place. Enfin, pas mieux qu'une troisième place cette saison. Hein. Mais, Franchement, on peut aussi finir 2ème. Hein. Pas avec un bilan forcément beaucoup mieux que l'an dernier, mais à peu près dans les mêmes eaux, et être 2ème. Parce que l'Ouest est tellement dense que les bilans vont pas forcément. Il n'y a pas 50 000 équipes qui vont gagner plus de 50 matchs, 55 matchs, quoi. Ouais. Moi, je pense que les bilans, au final, vont être très serrés et du coup, ça va se jouer à pas grand-chose. Hein. Une petite blessure de ci, de là. Enfin, bah, ça va être l'état de santé du groupe encore, parce que comme on l'a beaucoup dit, on a eu beaucoup de chance l'année dernière. Ce qui fait qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'analystes qui placent les Kings assez bas en se disant bah, ils ont eu de la chatte l'année dernière, du coup cette année ça va pas marché aussi bien, du coup ils vont avoir de moins bons résultats. Voilà, il y a cette variante quand même. Ça, j'avoue que c'est sûr que je pense qu'on a tous cette crainte de se dire si tu as normalement disons deux joueurs majeurs qui ratent 30 matchs par saison, je sais pas, faudrait faire une moyenne, mais si c'est à peu près ça, bah l'année dernière, on l'a pas, donc ça veut dire que si on retombe à la normale de cette moyenne, on a quoi? On a 2 titulaires qui vont rater 60 matchs cette année. Bah, du coup, c'est tout de suite la vision de pronostic est pas le même. Ouais. C'est pas ce qui va se passer, j'espère pas, mais on a tous, je pense, un peu cette crainte qu'on soit beaucoup plus concernés par les blessures cette saison que l'an dernier. Moi, celui pour lequel j'ai un peu peur, c'est Fox. Franchement, Sabonis, je me fais pas trop de soucis parce qu'on a vu, on voit quand même que c'est quand même un joueur assez solide qui tous les soirs se prend des grands coups dans la gueule, dans toutes les parties du corps, qui arrive à jouer blessé, etc. Donc je me dis, Sabonis, s'il rate 2 matchs par-ci par-là, voilà, ce sera le maximum. Mais le cadre qui peut avoir la blessure la plus longue durée, c'est potentiellement Fox, quoi. On sait qu'il a les chevilles un peu fragiles, etc. Donc ça peut recraquer à tout moment, quoi. Mais voilà. Et c'est encore plus pour ça que j'attends beaucoup de Mitchell, pardon. Moi, j'aimerais bien pouvoir manager vachement Fox cette année pour être sûr de l'avoir à 100% en playoff, quoi. Et quitte à perdre une place ou deux dans le bilan, franchement, je préfère arriver avec Fox en pleine santé que de prendre le risque et de carburer et qu'il se blesse en avril et d'être chocolat au playoff, quoi. Ouais,
c'est un luxe d'équipe qui tourne bien, ça, du coup. Mais pourquoi pas, hein. Pourquoi pas? Il faut avoir d'assez bons résultats pour dire, bon, voilà, on peut ménager les cadres et envoyer un peu plus de bancs, quoi. Je pense que c'est la vraie question cette année. Est-ce qu'on est capable de surfer un peu dans une saison régulière comme une vraie équipe qui a confiance en elle et qui sait que elle arrive top 6 et que voilà, elle joue pas forcément le bilan mais la santé? Ou est-ce qu'on est encore à comme des fous, gagner chaque victoire le plus vite possible, courir comme des dératés pour allumer le rayon laser parce qu'on veut frénétiquement engranger des victoires parce qu'on a toujours cette peur de pas y aller, quoi. Ouais, c'est ça, est-ce que on se dit, est-ce que notre mentalité c'est ah, il faut qu'on accroche les playoffs ou est-ce qu'on est sûr qu'on va aller en playoffs et il faut qu'on passe un tour de playoffs? Est-ce que nos attentes sont plus hautes ou est-ce qu'on a les mêmes attentes que l'année dernière? C'est un peu ça aussi. À voir où on en sera, un peu comme on a fait la saison dernière, c'est-à-dire que on fixait des caps au cours de l'année, au cours de la saison. Je pense que cette saison, ce sera pareil, mais en soi, mis à part sa blessure au playoff, Fox, malgré le jeu qu'on a mis en place de faire que courir un peu à la manière que les Kings savent faire, il a pas été blessé, quoi. Donc on peut espérer que cette saison, avec le même jeu, il soit dans la continuité et de pas se blesser. Après, c'est toujours compliqué à dire avant. Mais Fox, je le sens bien dans ses pompes. Je pense que l'année dernière, ça lui a fait énormément de bien. Il a passé le cap, il est All-Star, il a eu le renard d'or là, pour le match clutch. Donc je pense que là, il est vraiment à son prime et que des blessures qui l'auraient écarté du terrain il y a 2 ans, 3 ans, quand on était nul à chier, je pense que cette saison, il sera sur le terrain et il fera le boulot correctement. Après, c'est pas impossible qu'il passe encore un petit cap, hein, Fox, hein. Il a fait une telle belle saison qu'on considère que il est vraiment à son prime et que voilà, il va nous faire la même chose que la saison passée. Mais moi, je pense qu'il a encore des marges de progression. Il peut être encore plus impactant en défense. Si il continue de progresser à son shoot et qu'il se met à shooter à 35-36% à 3 points, bah, ça va lui ouvrir encore plus d'espace. Enfin, je pense qu'il y a moyen aussi qu'il passe encore un petit cap et qu'il fasse une saison encore plus belle que la saison passée. C'est pas impossible. J'allais te poser la question justement, c'est sur quoi tu voyais les plus gros éléments de progression? Mais c'est du coup la défense Ouais. à 3 points. Son application en défense et puis ouais, et puis son 3 points quoi. Parce Bah, qu'avec lui, s'il commence à être, je dis pas un super shooter à 3 points, mais s'il devient respectable à 3 points, ça lui ouvre vachement de, vachement de couloirs après pour faire jouer sa vitesse et puis ses qualités en drive et à mi-distance, quoi. ouais, c'est ça, rien qu'un 33%, on va dire un 1 sur 3, rien que ça déjà, je crois que il me semble que c'est quelque chose comme ça, sa moyenne à 3 points en playoff. Rien que ça, déjà, Fox à défendre, c'est un enfer. Si tu sais que le mec peut taper des 3 points et qu'en drive il est intenable, c'est juste trop dur. Et en plus, voilà, comme tu dis, l'aspect défensif, où vraiment il s'est absolument transformé sous Mike Brown, où il est passé, où il était un véritable trou d'air avant, et cette année, il a vraiment fait de gros progrès. Et Mike Brown, depuis le début du training camp, a l'air de dire que il continue encore dans la bonne voie sur défensif, quoi. Il pourrait être un peu un SGA, quoi, tu vois, un genre vraiment très fiable en défense, quoi. Mm. Fox, pour être honnête, l'an dernier, j'avais l'impression d'être face à un joueur en sur-régime, avec le côté je suis dans la zone, je mets tout, notamment les tirs clutch et tout. Et puis au fur et à mesure de la saison, et vraiment en playoff, j'ai constaté aussi que le jeu s'était ralenti pour lui, dans le sens où déjà lui a ralenti un peu. Il est moins à fond tout le temps. Mm. Il sait mieux utiliser sa vitesse dans des. Comment dire, par la variation que ça peut lui apporter, plutôt que par juste aller vite. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus. Il a des tempos différents, tout ça et tout. Et ça m'a vraiment donné confiance sur le fait que ce mec a passé un cap. Et pas seulement les tirs clutch, voir les highlights et tout, sur vraiment plus sa gestion en termes de meneur, l'acceptation que la balle passe beaucoup par Sabonis et la fluidité des échanges qu'il a avec lui et tout. Mais je le trouve quand même un poil surutilisé dans notre jeu offensivement et un peu mis en danger par ça. Il s'expose beaucoup, il prend beaucoup de coups, etc. Par contre, en défense, je pense vraiment, moi je mettrais l'accent là-dessus, que si Brown lui casse vraiment la tête avec ça, le fait beaucoup bosser et tout, il y a un délire où il a des attributs et s'il a la bonne mentalité et tout, il peut tendre vers un espèce de profil à la Dejounte Murray. Peut-être un poil plus petit et tout, mais quelque chose d'assez similaire défensivement. Et moi j'aimerais presque le voir être moins utilisé, enfin moins exploité, moins sollicité en attaque, mais par contre devenir
peut-être pas tout de suite candidat dans les defensive teams, vous voyez, mais un nom qu'on commence à ajouter aux discussions aux défenseurs, parce que juste Fox, en fait, quand il y a des gros meneurs adverses et tout, bah, ça commence à être compliqué pour eux d'enchaîner. Déjà, il y a Mitchell, mais en plus, maintenant, il y a Fox qui est vraiment bon défensivement, quoi. De plus en plus, il va être chiant à attaquer, parce qu'en plus, avec tous les attributs qu'il a, comme tu le dis, il a des longs bras, c'est un bon intercepteur, il a quand même une Il est mobilité, vif de ouf. Il voilà, est vif de sa ouf. vivacité, sa mobilité latérale, donc vraiment, il a tous les éléments en main, il lui manque juste, voilà, Parce que, je sais pas ce que vous en pensez, mais vous connaissez bien l'équipe aussi et tout dans ces détails. Si Fox devient vraiment bon défensivement, vraiment, vraiment bon, ça rééquilibre quand même beaucoup de choses pour les Kings. Ah bah ouais. Faudrait-il qu'il en ait envie parce que j'ai l'impression que ces dernières années, il se cramait en attaque en fait. Et en défense, des C'est fois, ça. c'était compliqué. Des mecs comme Kobe White qui mettent des 40 points face à Fox, ça fait saigner du nez. Donc, le fait que tu dises qu'effectivement il ralentit et qu'il a un vrai point d'ancrage avec Sabonis, ouais, et j'espère que il sera plus lucide pour défendre plutôt que de tout mettre en attaque et derrière il n'arrive pas à suivre. Alors que Fox est un joueur qui peut suivre n'importe qui en NBA et ça on le sait tous. Bah, ses responsabilités en attaque elles sont un petit peu diminuées du coup depuis l'arrivée de Sabonis. Du coup, il porte un peu moins la charge de l'attaque sur ses épaules comme c'était le cas avant où absolument tout reposait sur lui. Et du coup, bah, quand tu portes toute l'attaque, bah, t'as plus d'énergie pour défendre. Là, comme déjà, voilà, la responsabilité de la création, etc., va passer beaucoup par Sabonis et par Malik Monk notamment. Voilà, il a beaucoup plus de réserve pour pouvoir jouer de l'autre côté du terrain, quoi. Le développement de Murray peut l'aider aussi dans ce sens-là. Si Murray commence à prendre plus 15, 16 shoots par match, régulièrement, apporter un peu la balle aussi pour lui-même, créer peut-être même un peu en pick and roll, tu vois. Ouais, justement, ça me fait une bonne petite question à vous poser justement sur Je Murray. On pense n'en a pas pas qu'on en beaucoup parlé, attende mais beaucoup, est-ce mais je que du coup, pense est-ce que c'est l'année, il est-ce que va c'est avoir l'année une qui gagne très très Murray là? belle Est-ce que c'est saison l'année de et l'explosion? que Vous le sentez si comment? Vous ce dites qu'on a bon, un peu vu là la sur les Summer petits matchs League, de etc. pré-saison C'était un où feu de paille, il prend c'était la que de balle, la Summer enfin League. il reçoit la balle Il n'est à pas la ligne des vraiment, 3 points, il est petite pas vraiment feinte et si il impressionnant va que au ça dans sa cercle. progression. Ou vous dites S'il pousse vraiment là-dessus Keegan Murray, et on qu'en en plus attend beaucoup c'est cette la saison. menace qu'on connaît tous à 3 Vous le points, voyez je comment? crois que ça va devenir de plus en plus compliqué pour les défenses adverses de le contenir. Et surtout s'il suit ce que Coach Brown lui dit d'aller au cercle, de pas hésiter à créer son shoot. Franchement, il est trop serein, il a l'air trop en confiance pour louper, je trouve. Ouais, toi, tu vois vraiment, tu vois la grosse progression de Murray cette saison, quoi. Pour toi, il n'y a pas de doute, quoi. Je sens que Flo est en hyperventilation, la Flo. Tu peux parler de Keegan Murray si tu veux. Ouais, bah, vous savez mon amour pour son côté méthodique et sa lucidité sur son jeu, sur ce qu'il doit faire pour progresser, etc. Donc, ouais, je pense qu'il va faire une très belle saison. Enfin, quand on regarde individuellement, c'est le joueur qui peut le plus passer un cap et du coup aider le plus l'équipe, hein. Et ouais, moi je pense il va faire une super saison. Après, statistiquement, ça va pas forcément être, il va pas forcément mettre 20 points par match. Enfin, on a déjà beaucoup de scoreurs dans l'équipe et la marque elle est forcément répartie, quoi. Mais je pense que ouais, ça va être un joueur qui va être plus impliqué en défense, qui va être encore plus efficace en attaque, qui sera plus à même, comme l'a dit plusieurs fois Simon, de prendre le relais de Fox et de Sabonis quand ils vont sur le banc. Voilà, je pense que ça va être plus dans l'impression visuelle, dans sa manière d'apporter à l'équipe qu'on va voir la progression plus que dans les stats. En fait, je nuancerai un peu, j'espère que tu as raison. Je dirais plutôt que cette année, on va vraiment savoir qui est Keegan Murray en NBA. Je pense on va comprendre quel est son plafond. En gros, est-ce que c'est finalement déjà, il va faire peut-être quelques progrès, mais on va se rendre compte assez vite que oui, c'est marginal. C'est-à-dire qu'il va mettre peut-être 2, 3, 4 points de plus, mais ça va rester dans le moule un joueur à la, je sais pas, j'ai pas de comparaison tout de suite immédiate, mais même en termes de stats,
ok, on n'est pas sur un All-Star, le mec mettra jamais 20 points, etc. Vous voyez, un peu Tobias Harris, ou voire même un peu moins bon. Vous voyez, ce type de joueur. Ouais. Ou alors, de plus en plus, parce que dans la variété, moi je trouve qu'il a du flair aussi dans son jeu et qu'il ne l'a pas forcément montré ça encore, parce qu'il restait un peu sagement dans le coin, il est très discipliné, etc. Mais en fait, quand il arrive au cercle et que c'est des situations parfois même un poil galère et tout, en fait, il s'en sort assez bien. Il y a des espèces de gestes intuitifs qui lui viennent et tout, qui sont je trouve, à travailler, etc. Et si ça se met vraiment en place, et que tu te dis, ah, mais en fait, le mec, j'en avais déjà parlé, je crois, il y a longtemps, Olive, ça t'avait plu comme comparaison, mais en gros, t'as un espèce d'Anton Jamison offensivement, quoi. Ouais, Un mec très versatile, très. Voilà, qui peut mettre des 3 points, qui score à midi. Un scoreur, quoi, en fait. Un mec, voilà, il score. Tu lui donnes la balle, il score, à l'aile, en gros, dans tout ce que doit faire un ailier sur le terrain. Si on commence à voir ça, là où je te rejoins, Flo, c'est que même s'il ne l'atteint pas cette année, mais qu'on se dit, ok, dans 2-3 ans, c'est ça qui gagne Murray, c'est peut-être le meilleur truc qui puisse arriver aux Kings, ça, effectivement, d'avoir potentiellement un 3e All-Star, quoi. Ouais, pour moi, il y a un monde dans lequel c'est lui qui a un des plus gros temps de jeu de l'effectif, hein, même, probablement peut-être même devant Sabonis des fois. Je me dis, il y a des matchs où il va te faire du 36, 35 minutes, quoi. Moi, je le vois vraiment comme vraiment une pièce vraiment centrale et ouais, je le vois vraiment avoir un des plus gros temps de jeu. Et je me dis Moi, que déjà, s'il arrive à Pardon. 15, sans parler de 20 points, parce qu'évidemment, c'est irréaliste de dire ça, mais je pense que c'est réaliste de le voir taper la quinzaine ou 16 points de moyenne par match, quoi. Voilà, comme tu dis, du 3-4 points en plus, quoi. Oui, je te réponds juste comme ça. Moi, je dirais que je ne sais pas encore qui est Guy Murray, mais plus je le vois jouer, plus je me dis que, comment dire, que c'est dynamique. Chaque fois que je le vois jouer, j'ai l'impression que son plafond augmente en même temps que je le vois jouer. À chaque match, je me dis, mais en fait, il peut être un peu plus fort. Un peu plus fort. Notamment en playoff, où je me suis dit, mais c'est incroyable, en fait, les playoffs qu'il nous a fait, quoi. Ah ouais, non, mais rien que tu compares son game 1 et c'est 5-6-7, c'est pas le même homme, quoi. C'est juste fou, quoi. Bah, c'est Mais du voilà, Keegan Murray, quoi. Il lui a fallu 2 matchs pour digérer le truc. Après, il fait ah ouais, en fait, c'est bon, j'ai compris. Et puis C'est après, bon, j'ai intégré. il délivre. Mais c'est vrai que c'est là où je suis peut-être un poil plus exigeant. Moi, je demande d'avoir une vraie 2e année complète, maintenant qu'il va être scouté, un peu plus attendu, qu'il va sans doute jouer plus aussi, qu'il va y avoir aussi... il y a toujours plus de concurrence en NBA, il y a des nouveaux ailiers qui arrivent, qui veulent prouver, qui veulent se développer aussi, qui veulent signer des 100 millions de... Maintenant, en NBA, on file 100 millions de dollars à la moitié de la ligue, donc tu vois, les mecs ont quand même envie de... Voilà. Il a... Franchement, il m'a impressionné, mais il a eu aussi... Tout a bien cliqué pour les Kings, on l'a dit vraiment plein de fois. Donc il a eu, et c'est bizarre de dire ça pour les Kings, mais il a eu un contexte en tant que rookie extrêmement favorable. Ouais, Pour complètement. un rookie drafté 4e, il est arrivé dans un environnement extrêmement favorable à l'épanouissement d'un rookie. Franchement, il faut le reconnaître ça. Avec le travail de Mike Brown, avec des leaders comme Fox et Sabonis et tout, c'était très très... Par rapport à plein d'autres rookies qui débarquaient aux Kings avant, on a vu la différence, quoi. Bah, Comment puis on a le gâché des rôle mecs. qu'il avait, quoi. Et le rôle qu'il avait et qu'il a assumé, quoi. Ouais, mais si ça se trouve, il y a 3 ans, on le gâchait, Keegan Murray, tu vois. Complètement. Alors, il s'en serait peut-être sorti mieux que Ben McLemore parce que c'est un meilleur joueur. Ou que Derek Williams, ou que Nick Stauskas, ou que voilà. Mais on aurait quand même sans doute gâché une partie de son potentiel et une partie sans doute non négligeable. Bon, messieurs, du coup, c'est le moment fatidique dans ce podcast. On va passer au prono. Donc, du coup, prono, j'attends allez, un bilan approximatif à 2-3 victoires près et une place dans l'Ouest. Qui c'est qui veut se lancer en premier? Laurent, t'es chaud? Ouais, j'ai pas trop réfléchi. Au feeling. Ouais, je vais dire qu'on finira 5e avec à peu près le même bilan que la saison dernière. Ouais, du On a fait 47, quoi la saison dernière 48. déjà? 40, 48 la saison 48. passée. 48 la saison passée. Ouais, voilà, je pense qu'on va rester. Je crois que les poteaux de Trash Talk avaient fait un peu la même chose. Ouais, je pense qu'on va garder un bilan plutôt similaire, mais qu'on sera 5e parce que, comme on l'a dit pendant ce podcast, la rivalité à l'Ouest, ça va être très très compliqué. Mais voilà, je nous vois pas nous battre pour le play-in comme on a fait les années précédentes. Bah, j'enchaîne parce que j'avais à peu près le même pronostic, Laurent, hein. Moi On aussi, je avait le vois. même l'année dernière, hein, Flo. Hein? On avait déjà le même l'année dernière. Ça nous Ouais, a bah, réussi. ça nous a bien réussi. On va espérer que on fasse la passe de 2. Ouais, moi je pense à peu près le même bilan, effectivement, donc autour de 48 victoires. Je pense que ouais, on peut être 4e à l'Ouest avec ce bilan, un truc comme ça.
Sachant que effectivement la conférence Ouest est très très dense et que ça va se jouer à pas grand chose. Je pense qu'à 2 victoires près, tu peux passer deuxième ou 6-7e, quoi. Bah, déjà comme Mais la saison dernière, c'était ouais, l'enfer, ouais, quoi. ouais, ouais. Tout le monde se tenait à 3 victoires, quoi. Donc, Après, j'ai quand même une grosse confiance en ce groupe. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'avantage qu'a cette équipe de jouer sur la continuité. Se rappeler que ça va être que l'année 2 de Mike Brown et puis de l'essentiel du groupe. Donc ils ont collectivement, je pense qu'ils ont encore une belle marge de progression. Ils vont avoir l'avantage de commencer dès le début de saison avec des automatismes. Donc voilà, je pense que du coup, ils vont quand même bien s'en sortir dans cette conférence Ouest mortelle. Et puis après, la vraie question, finalement, c'est pas si important de savoir est-ce qu'on va finir 2, 3, 4, 5 ou 6. Ça va être de savoir est-ce que cette équipe va continuer de progresser aussi pendant la saison et d'arriver mieux armée en playoff. magnifique. Qui a mieux, là? Mieux, je sais pas, mais tu disais, Flo, que toi, peu importe d'arriver 2, 3, 4, 5, 6. C'est là-dessus. Moi, j'aimerais bien, mais c'est bizarre. J'aimerais bien intellectuellement, presque pour l'expérience, arriver en playoff sans l'avantage du terrain. Genre à finir 5 ou 6. J'aimerais pas. Franchement, le play-in, ça me saoule. J'aimerais vraiment pas qu'on se cogne le play-in, vraiment, vraiment, vraiment. Et Ouais, même que toute la saison, on soit au-dessus de cette ligne. Moi, j'appelle ça la ligne de flottaison, là, où les problèmes commencent. J'aime pas ça, quoi. J'aimerais bien m'éviter ça, être serein, voilà, être 5, 6, ça me va très bien. Et je vous explique pourquoi. En fait, l'an dernier, c'est une anomalie qu'on ait l'avantage du terrain. On passe de jamais aller en playoff à top 4. Et même en termes de match-up, c'est une anomalie qu'on reçoive avec l'avantage du terrain les Warriors. Et je dis pas que tant mieux, tu vois, c'était incroyable d'ouvrir les playoffs et tout. Mais il y a un truc un peu plus kinks qui est d'arriver en fait sans l'avantage du terrain, d'en piquer un des deux à l'extérieur chez un gros, et là de vraiment défendre, j'allais dire l'Arco Arena, tu vois, le lapsus de vieux, mais de défendre le Golden One et de gagner les 2 matchs au Golden One et de mettre un contender dos au mur à 3-1. Et je pense, vous vous rappelez l'excitation qu'on avait à 2-0 l'an dernier? ouais. Elle était réelle, mais il y avait quand même ce truc de genre, on n'est qu'à 2 matchs dans la série de ce qui peut aller en 7, faut aller en gagner 2 là-bas et tout. Moi, je trouve le 3-1, quand on connaît les Kings, je le trouve limite plus confortable. Le 3-1 sans avoir l'avantage du terrain. Et j'aimerais bien connaître ça. Alors, je sais que c'est bizarre et tout, mais pour connaître autre chose de l'an dernier, parce que j'ai pas envie de revivre le 2-0 et on se fait éliminer en 7 de l'an dernier au premier tour, quoi. On y était, dans la configuration que tu es en train de dire, on y était à un shoot d'Harrison Barnes. C'est ça. Voilà. Et je crois que depuis le shoot d'Harrison Barnes, j'ai un peu ce truc presque, encore une fois, paradoxal, c'est le mot pour moi de la soirée, mais de se dire, et si l'avantage du terrain, il est différent, de toute façon, on peut pas faire pire, on est sorti en 7. Est-ce qu'il y a un monde où, en fait, on arrive 5, les Warriors 4, et on les sort juste parce que, je pense pas, mais ça m'a quand même un tout petit peu traversé l'esprit de me dire, c'est pas normal d'avoir l'avantage du terrain, c'était pas normal l'an dernier. Voilà, mais évidemment que si on finit 3 à 4, ça me va très bien, et moi, je suis presque, c'est bizarre encore une fois, mais ça va être tellement, tellement dense l'Ouest que je pense que le fait d'avoir quand même le même effectif, notamment par rapport à Phoenix. Bon, Denver a le même effectif, les Lakers, ils m'emmerdent aussi, parce que c'est la même équipe que l'an dernier en mi-saison. Mais on a une vraie continuité, on a un coup à jouer. Franchement, on peut quand même finir 2 ou 3, je Ouais, pense. bah moi, Si on est relativement ouais, épargné par les toi, blessures et tout, c'est pas tu déconnant, hein. tu nous envoies, mais C'est pas déconnant de nous euh, imaginer finir je nous vois moins 3e. gagner, enfin, moins gagner 2-3 matchs Comme en l'an moins dernier, parce que je vois d'avoir à peu l'Ouest près en vraiment fait le très même très type de saison compliqué avec avec peut-être même des équipes qui vont moins pas le aller en. côté effet de Je dis surprise, ça, mais voilà, peut-être plus que de ça sera horrible, continuité mais des équipes qui et vont que pas ce aller en soit ça playoff comme l'avantage cette Portland, année, quoi. qui vont être chiantes à jouer, mais quand même finir Titouan. quatrième. Il manque Je pense que Titouan ça et tout, peut. lui. Je nous vois bien finir quatrième. Et par contre, je suis Je pas du tout d'accord terminerai. avec Simon. Le fait Je d'être à terminerai, moi. 3-1, en connaissant les Kings, justement, je pense que j'aurais encore plus peur de mener 3-1 une série que d'être à 2-0 et de me dire, ok, maintenant, il va falloir se faire allumer au Golden One. Mais ouais, franchement, je préfère sécure l'avantage du terrain et avoir ce four qu'est le Golden One Center euh, derrière une équipe. Mais je nous vois vraiment. Ça me ferait fortement chier d'aller au play-in. C'est vrai que vu comme ça.
Ouais, ça, on est tous d'accord sur ça, hein, du Ouais, coup. ouais. Mais ouais, mais du coup, mais sans aller jusqu'à rejoindre l'avis de Simon, j'aime bien la logique parce qu'en plus, on était quand même une excellente équipe à l'extérieur l'année dernière. Une des meilleures de NBA, je crois, le meilleur bilan de l'Ouest à l'extérieur et top 3 NBA à l'extérieur. Donc après, évidemment, en playoff, le contexte est un petit peu différent quand même. Mais voilà, ça peut. On a vu qu'on allait jouer les poils à gratter chez des grosses écuries dans des matchs importants. On allait gagner des matchs à Memphis, on allait gagner des matchs à Golden State. Voilà, il faut. Le cap à passer, c'est d'aller taper des gros contenders de l'Est comme des Boston ou des Milwaukee qu'on n'a pas gagné depuis 500 ans, je crois. Mais voilà, je pense que je préférerais, comme Titon, avoir un avantage du terrain en arrivant dans les playoffs pour me dire, voilà, on va avoir des gros matchs au Golden One et ça va être une ambiance de fou encore. Et il y a quand même toujours plus de chances de gagner à domicile. Mais voilà, me dire qu'on va plus jouer à l'extérieur, ça m'inquiéterait pas Hmm. plus que ça, sachant que voilà, on aime quand même les rendez-vous et on aime aller jouer, on aime aller poser des clims chez nos adversaires, quoi. Après, je dois préciser, pour être honnête intellectuellement, les Warriors aussi l'an dernier, je sais pas si vous vous rappelez, mais ils gagnent genre 5 matchs maximum à l'extérieur de Ah toute ouais, la non, saison. c'était Ils sont atroce. bidons à l'extérieur. Donc ça a sans doute aussi favorisé les Kings et que la série dure en 7. D'avoir un adversaire incapable de gagner à Sacramento, en fait, incapable de gagner à l'extérieur. Ah oui, clairement. Parce qu'ils auraient pu prendre le Game 1 et on n'en parlait plus, quoi. Mais Bah, au moins, ça nous a permis de voir 2 matchs, 2 victoires à Sacramento au prix des places qu'on a payées. Ça m'a on Bien les a sûr. rendu de prendre rentabilisés. 2 valises, tu vois. On les a clairement rentabilisés. Ouais, bah, pour finir, du coup, bah, je rejoins moi la plupart de ce qui a été dit, la plupart des analyses qui ont été dites là, c'est que voilà, c'est du minimum 45 victoires cette saison et voilà, et une place évidemment de qualification directe pour les playoffs sans passer par le play-in. J'aime bien l'analyse qu'a eu Simon tout à l'heure de la conférence Ouest, me dire qu'il y a quand même la place pour finir top 4, de voir qu'il y a quand même des équipes que je place dans un tiers au-dessus de nous, mais voilà, en dessous, c'est quand même assez prenable. Il y a beaucoup d'équipes, on se dit, ah, elles vont être chiantes à l'Ouest et tout, mais voilà, on est quand même une équipe qui est aujourd'hui bien installée, bien construite, qui fait aussi peur à d'autres équipes, donc je me dis pourquoi pas, enfin, faut assumer ce statut, quoi. Assumer ce statut de, bah, on est parmi les favoris à l'Ouest, oui, les Kings sont parmi les favoris à l'Ouest, et ça peut clairement finir top 4 avec 47-48 victoires, sans Mais en problème. fait, je sais que tu veux conclure, mais vraiment pour Ah non, finir, non, vas-y, vas-y. la question c'est, ce qui est très intéressant cette année, c'est l'horizon des possibles de cette équipe. Est-ce que vous pensez par exemple qu'on peut s'écrouler et passer toute la saison en mode à galérer dans le play-in, voire même être parfois 11e, 12e pendant la saison? Est-ce que ça, pour vous, c'est possible? Ah bah, il y a un monde Ou, où ça c'est existe, hein. toujours possible, bien sûr, mais je veux dire, où normalement, franchement, on est au-dessus de ça. Bah, c'est pas arrivé la saison dernière, donc franchement, je vois pas pourquoi ça arriverait cette année avec plus de monde sur le banc. Voilà, comme on a dit tout à l'heure, si Werther il se remet pendant un mois à shooter à 20%, bah hop, tu fous Vezenkov et qui lui va avoir son adresse. Tu vois, il y a quand même des solutions de remplacement qu'on n'avait pas forcément l'année dernière. Je me dis que enfin, les séries de 8-9 défaites, c'est fini, quoi. Vraiment, on a une C'est ça équipe qui me plus rassure aussi. régulière, quoi. C'est ça qui me rassure vachement cette année, moi. J'ai l'impression quand même qu'on est à peu près à l'abri d'être au moins tout le temps concerné vraiment. Et le play-in, par contre, le play-in, c'est chiant pour le top 6, mais ça te protège d'être au moins du coup dans les 10 premiers. Et ça, je pense que c'est une certitude, quoi. On va vraiment passer une saison normalement dans le haut de tableau, quoi. Oui, voilà, Il y a... c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est nos attentes, c'est on prend pour acquis, voilà, on va pas trop faire confiance, pas trop être surconfiant non plus, mais on prend pour acquis qu'on va aller en playoff, et voilà, et c'est quel va être notre statut dans le top 5-6 à l'ouest, quoi. Et dans l'horizon des pensibles, il y a un chemin où on est premier et on se met à gagner plein de matchs et à genre un peu comme ont pu faire les Hawks parfois à l'Est ou Denver ou des trucs comme ça où on passe vraiment un cap et en fait on est premier quoi. On commence, enfin peut-être pas toute la saison, mais on est premier ou deuxième ou troisième et en fait on est jamais en dessous de ça et on est là-haut toute la saison avec genre Denver et les Suns quoi. Alors Ouais, on moi, je le le fera mets pas en haut en de quelques matchs. Pardon, vas-y. On le fera en quelques matchs. Tu sais, comme en Ligue 1, là où tu as toujours des Brest, des équipes comme ça, là, qui sont premiers sur 4-5 journées. Ouais, les bons débuts de Comme- saison de Brest, ouais. Ouais, tu vois, un truc comme ça, et puis au final, après, on se rangera dans le rang. Oui, donc Mais non quoi.
Ouais, non, sur toute la Ouais. saison, je pense pas. Moi, je le On mets est pas. d'accord aussi là-dessus? Ouais. Moi, je le mets pas en haute probabilité, mais je pense que c'est pas impossible, hein. C'est pas cette équipe, elle me rappelle tellement les Kings des fin des années 90, début des années 2000. Je me dis que c'est possible qu'ils suivent le même chemin et puis qu'ils dominent la saison régulière comme les anciens l'ont fait. C'est pas impossible. Après, bon, là, je miserai pas ma maison là-dessus, quoi, mais je pense qu'il y a une possibilité. Ouais, il y a un monde dans lequel ça arrive, je suis assez d'accord aussi. Ouais, on sait que l'équipe peut encore passer un cap et à l'image de ce qu'a pu faire, j'aime bien la comparaison de Denver, vous aurez compris, mais de ce qu'a pu faire Denver ces dernières années, c'est-à-dire monter en puissance, devenir peu à peu une équipe playoffable, puis top 5, puis top 4, puis quasiment premier, indéboulonnable à l'ouest. Faut regarder Je la pense qu'il y cote a, Sacramento Kings il y champion a de un chemin mi-saison à Las que les Vegas. Kings peuvent prendre pour devenir ce genre d'équipe très forte. Du coup, bon, évidemment, on n'a pas un joueur du calibre de Jokic, mais on a quand même un collectif qui est assez costaud pour jouer les premières places à l'ouest. Et ouais, premier à l'ouest, quelque part au milieu de la saison, pourquoi pas, hein. Non, puis bon, on reste les Kings, c'est-à-dire que si on est, entre guillemets, si on joue pas vraiment le titre, mais qu'on se trimballe dans le haut de tableau pour faire des tours de playoff pendant 2-3 ans, on aura la patience. On va pas être là tout de suite à se dire, au bout de deux campagnes de playoff, avec des éliminations un peu, même si elles sont jugées précoces, par exemple, et tout, qu'est-ce qu'on fait? On joue pas le titre, faut tout casser, des méga-stars et des machins. On n'est pas là, C'est on pas, n'en est pas là encore. c'est pas le plan, c'est pas l'ADN du club, etc. Donc, on est un peu, entre guillemets, condamné à faire une Pacers ou une Denver ou une Bucks, quoi. Ouais, c'est ça, c'est de passer un tour, éventuellement peut-être être coincé à ce stade des demi-finales de conférence, etc. Un peu comme les Sixers le sont depuis plusieurs années. Ouais, les Toronto, il te manque un truc, de quoi. Où il te manque un petit truc les, pour aller au bout, quoi. les Toronto de DeRozan et Laurie, Ouais, quoi, c'est tu ça, vois. ouais. Je le vois un peu comme ça. Après, on a tellement vu de la merde pendant des années que moi, ça me va très bien. Si on est pendant 6 ans, si on est pendant 6 ans, la serpillière de je sais pas qui, comme elle était LeBron James, enfin les Raptors pour LeBron James, mais qu'on va tous les ans en playoff, dont une saison premier de régulière et tout, moi, Ah bah, je signe. aucun problème. Pareil, hein. Aucun problème. Eh ben, messieurs, pour le coup, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait dire. On a fait une preview assez complète. 1h15. Merci à tous d'avoir donné vos avis et toujours des analyses très pointues et très pertinentes. Très content d'avoir fait cette preview avec vous encore une fois. Donc, j'espère qu'on se refait ça très bientôt. Bon, on va essayer de faire ça on le dit tous les ans, mais on va essayer de faire ça de manière mensuelle, ce serait pas mal. Ouais. Non, mais merci les gars, c'était un régal. On s'était dit évidemment une demi-heure, 3/4 d'heure. Ça a duré 1h15. Bon. On a eu 1h15, mais franchement, c'était délicieux, quoi. Je Allez. suis désolé d'avoir été bavard Ah non, encore non, une mais fois. c'est et un tout, mais plaisir, C'était c'est vraiment, bon, un plaisir 1000 fois partagé, quoi. On est là pour disséquer les rôles de Davion Mitchell et de Vezenkov, C'est la quoi. vie C'est qu'on ça a la vraie décidé vie. de C'est la mener, vraie quoi. vie, quoi. C'est ça. Eh ben, sur ces belles paroles, merci messieurs et on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Merci de nous avoir écoutés.